Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles, non seulement locales, mais aussi toutes les nouvelles qui nous intéressent dans la région. Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Monsieur Amr Zouheri, vous êtes chercheur et journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons 3 sujets, on va traiter de chaque sujet et vous allez commenter. On commence avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui participe au sommet des gouvernements à Dubaï. Il a prononcé une allocution au nom du président Abdel Fattah Sisi. Lors de son allocution, le chef du gouvernement a déclaré que les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenu sous le slogan « Anticiper les gouvernements futurs ». Le Premier ministre Moustapha Madbouli a prononcé une allocution devant le sommet des gouvernements 2024 à Dubaï. Il a déclaré que les gouvernements arabes actuels font face à de nombreux défis alors que le monde connaît des moments critiques, ce qui montre l'importance du sommet des gouvernements tenu sous le slogan « Anticiper les gouvernements futurs », a souligné le Premier ministre Madbouli dans l'allocution de circonstances qu'il a prononcée à Dubaï devant le sommet. Il a appelé à fixer minutieusement la nature des enjeux auxquels sont affrontés les gouvernements actuels et à prévoir des démarches inspirantes pour relever ces défis afin d'agir de façon plus approfondie et plus globale pour anticiper les gouvernements futurs. Dr Madbouli a souligné que le gouvernement égyptien s'est efforcé de se fixer des priorités et des orientations stratégiques au cours de la période 2024 à 2030 afin de parvenir à une croissance économique forte, globale et durable en mettant l'accent sur la qualité de cette croissance et en multipliant les contributions faites par les investissements et les exportations au PIB et les augmentant jusqu'à environ 50%. Les évolutions mondiales actuelles ont un impact croissant sur le financement de la croissance et du développement économique dans les pays en développement et les économies des marchés émergents, confrontées à des défis sans précédent, a dit Dr Madbouli, expliquant à cet effet que le gouvernement égyptien a poursuivi son processus vers l'adoption de nombreuses réformes structurelles qui soutiennent la croissance et l'emploi, notamment en encourageant davantage le secteur privé. Il a ajouté que dans le cadre de la stratégie d'intelligence artificielle 2030, l'Égypte vise à augmenter les taux de ces technologies pour que ses contributions atteignent environ 8% du PIB. Je confirme la résilience du secteur du tourisme face aux crises régionales et mondiales, a indiqué Dr Madbouli, soulignant l'importance économique croissante de ce secteur. Le rythme de croissance de ce secteur s'est accéléré pour atteindre 28% au cours de l'exercice 2022-2023 et des derniers 3 mois de 2023 qui ont été témoins d'une grande demande et affluence touristique, a-t-il révélé. Je rappelle que notre invité, M. Amr Zouheri, vous êtes chercheur et journaliste. Là, déjà, quelle est l'importance de ce sommet, le sommet des gouvernements? En fait, ce sommet tient à une importance majeure dans le monde d'aujourd'hui au niveau de la gouvernance internationale, du moment qu'il expose au cours de ces journées les expériences, les différentes expériences des pays participants à ce sommet pour échanger les points de vue et revoir ce qui marche et ce qui ne marche pas selon chaque pays. Il y a sans doute récemment un concours des circonstances qui a atténué et qui a affecté la croissance mondiale suite à des phénomènes mondiaux, soit dans la santé ou soit de l'instabilité politique qui a été menée par des guerres ou qui ont résulté des guerres, soit au nord en Russie ou soit au sud en Palestine. Aujourd'hui, on assiste à
un 4e mois de guerre incessante et de génocide en continu contre la population gazaoui. Et tout cela affecte les pays et ralentit le développement et l'activité. Selon les pays, l'Égypte a eu au départ un programme très ambitieux pour le futur et continue à le mener en dépit de toutes les difficultés qui ont été représentées par les circonstances internationales. Donc, de ce point de vue, l'allocution de M. Madbouli est très importante pour donner une idée sur les efforts du gouvernement égyptien aujourd'hui pour soutenir le développement durable, pour augmenter la part de l'intelligence artificielle et de toute la technicité informatique et du monde nouvel. Donc, malheureusement, ce concours de circonstances est arrivé au moment où le monde il est toujours en mutation vers le numérique, et cela impose une lecture assez rapide de ce qui se passe au niveau national et un échange vif avec les autres gouvernements du monde pour pouvoir corriger ce qui pourrait être une erreur ou une faute et continuer à mener à bien les travaux qui ont été commencés ou entamés. Là, quel est le rôle de ce sommet, le sommet des gouvernements qui se tient chaque année à Dubaï, pour faire face à ces défis? C'est-à-dire, le Premier ministre a parlé, comme vous venez d'expliquer quand même, de quelques défis qu'affronte le monde actuellement, surtout les pays en développement. Alors, comment les gouvernements contribuent ensemble, coopèrent ensemble pour faire face à ces circonstances? Ils coopèrent avec ce type d'exposition qui pourrait éclaircir les difficultés et en même temps mentionner les points forts de chaque économie. Ainsi, les autres pays concernés, donc il y a une forte participation à ce sommet, soit au niveau des organisations mondiales ou soit au niveau des gouvernements. Donc il y a une contribution de chaque pays qui pourrait être intéressant. Leurs efforts, par exemple, on verra M. Paul Pagmé de Rwanda, par exemple, à titre d'exemple, entre autres d'autres expériences. Et cela, ce qui pourrait nous mener à un constat très logique, un problème exposé est à moitié résolu. Donc, avec cette transparence au niveau intergouvernemental et multilatéral, on pourrait résoudre davantage tout problème qui pourrait affronter le futur. Du coup, l'Égypte, en dépit de ces problèmes, a maintenu un programme de développement pour 2030 et ainsi 2026, ainsi 2050. Donc cela nous donne une idée de le travail en continu du gouvernement pour établir le numérique et développer le pays dans ce sens. Monsieur Madbouli a parlé quand même il faut augmenter le taux de croissance des dizaines. Oui, sans doute, c'est le but de tout gouvernement sur Terre, c'est d'augmenter le PNB, le PIB de chaque pays et de participer activement au développement. Donc, anticiper le gouvernement futur, c'est mettre du numérique et mettre des cerveaux en service des projets nationaux de chaque pays. Et également
pose en avant l'importance de ce dialogue international qui pourrait éclaircir et clarifier les vrais défis pour les anticiper et traverser le XXIe siècle sans ces difficultés. Sans doute un politique qui réussit dans la vie politique, c'est celui qui évite tout problème futur ou qui pourrait éviter ou esquiver ou anticiper le problème avant qu'ils arrivent et les résoudre sans que la population y sente une douleur souffre ou n'importe laquelle, de n'importe quel type. Donc cette réussite arrive avec un dialogue permanent, une exposition et échange d'idées qui pourrait faire sortir des solutions qui pourraient aider les gouvernements à mener à bien leurs projets et leurs futurs projets de développement pour chaque pays. Oui, M. Madbouli aussi a mis l'accent sur l'importance du secteur de tourisme qui a sauvé quand même en quelque sorte quelques pays, y compris l'Égypte, c'est-à-dire l'Égypte a tenu quand même. Sans doute, oui. Et, malgré le pourcentage qui pourrait être enthousiasmant, il devrait continuer, puisque le tourisme, c'est un secteur clé de l'économie égyptienne et malheureusement a souffert dans les 12 années une souffrance majeure. Donc toute activité récente et normale qui ont été dans les décennies d'avant pourrait manifester une augmentation rapide trimestrielle ou mensuelle du secteur du tourisme. Donc, on pourrait dire que c'est le bouée de sauvetage qui pourrait sauver l'Égypte de ce problème économique, ce marasme d'inflation ou de récession, donc sans exposer beaucoup de joie, mais en travaillant de sorte que rendre le pays amical et chaleureux pour les touristes et faire une connexion entre les populations locales et les visiteurs étrangers pourrait soutenir et développer ce secteur de tourisme, d'autant plus que l'Égypte possède l'infrastructure nécessaire pour arriver à un sommet dans ce secteur. Et cela retourne à des décennies d'avant, pendant les années 90-2000, l'Égypte avait atteint des sommets considérables au niveau du tourisme. Donc, revenir à ce niveau et le dépasser même pourrait sans doute être un des principaux objectifs de ce gouvernement. Ainsi, dans une phase ascendante, on pourrait redresser l'économie égyptienne. Parfait. Je passe à notre deuxième sujet pour cette édition. L'Égypte rejette catégoriquement les déclarations faites par de hauts responsables du gouvernement israélien concernant l'intention des forces israéliennes de lancer une opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le ministère des Affaires étrangères a, dans un communiqué, mis en garde contre les conséquences désastreuses d'une telle action.
L'Égypte rejette catégoriquement les déclarations de hauts responsables du gouvernement israélien concernant l'intention des forces israéliennes de lancer une opération militaire dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, affirme un communiqué publié dimanche par le ministère des Affaires étrangères. Le communiqué met en garde contre les conséquences désastreuses d'une telle action, notamment à la lumière des risques d'aggravation de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza. La prise pour cible de Rafah et la poursuite des politiques israéliennes est une contribution aux tentatives visant à déporter le peuple palestinien et à liquider sa cause. L'Égypte a appelé à unir les efforts internationaux et régionaux pour empêcher que la ville palestinienne de Rafah soit prise pour cible. Celle-ci abrite aujourd'hui 1 400 000 de Palestiniens qui s'y sont réfugiés, vu qu'elle est la dernière zone sûre de la bande de Gaza. Le communiqué poursuit que la prise pour cible de Rafah et la poursuite de la politique israélienne visant à entraver l'acheminement de l'aide humanitaire constituent à la déportation du peuple palestinien et à la liquidation de sa cause, ce qui est une violation flagrante des principes du droit international et humanitaire et des résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale des Nations unies. L'Égypte a affirmé qu'elle poursuivra ses contacts et ses actions avec diverses parties afin de parvenir à un cessez-le-feu immédiat. Le chef de la Ligue arabe a mis en garde contre les conséquences d'une attaque par les forces israéliennes de la ville de Rafah dans la bande de Gaza. A noter que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a fait savoir cette semaine qu'il avait demandé à ses troupes de se préparer à entrer dans la ville dans le cadre de sa campagne visant à détruire le Hamas. Monsieur Amr Zoheri, alors, premièrement, pourquoi l'Égypte a catégoriquement refusé un tel acte de la part d'Israël? En fait, la situation humanitaire à Rafah ou à la bande de Gaza, en général, elle est catastrophique aujourd'hui. La population affronte un génocide catégoriquement ciblant la population civile, même si le but est d'anéantir le Hamas, mais dans la pratique, le bilan humanitaire dépasse toute catastrophe humaine qui pourrait se faire sur la planète. C'est le bilan le plus sanglant de l'ensemble de l'humanité depuis la fin de l'année dernière, dépassant par exemple le conflit en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, au niveau des victimes civiles, parmi eux des enfants, des vieillards, des vieilles dames, et cela est inacceptable. En même temps, cette guerre totale qui s'étire sur l'ensemble de la bande de Gaza jette la population dans une situation humanitaire assez critique. La famine, elle n'est pas loin. Déjà, depuis le début de l'offensive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux, il n'y a pas d'électricité, l'Internet, c'est critique, il n'y en a pas, les vivres normaux, et en plus, il y a une coupure au niveau de l'aide internationale à l'endroit, l'agence de l'aide aux réfugiés palestiniens. Donc la situation humanitaire elle est assez catastrophique, et n'importe quelle activité israélienne au sud de la bande de Gaza, y compris au niveau du passage de Philadelphie, pourrait être sans doute une action qui aggrave la situation et ne résout pas le problème. Il n'y aurait pas de solution sans négociation, et sans négociation directe. L'Égypte y participe, le Qatar, d'autres pays y participent, et cela devrait mener à un cessez-le-feu immédiat, parce que, en dépit de la réussite en sauvant quelques
comment dire, capturés au niveau de prisonniers de guerre israéliens. Le bilan parmi les morts assassinés de bombardements israéliens, il est assez grave et plus nombreux que ceux qui ont été libérés par les efforts de l'armée. Donc le bon sens, la logique nous mène à clôturer cette situation humaine et humanitaire inacceptable. Et cette logique de maintenir ou de soutenir les décisions de ces pays et d'aller au niveau dans cette direction pour avoir de nouveaux signataires qui pourraient soutenir l'Afrique du Sud ou le Nicaragua, donc est en cours. Cela est un concours de contexte de balance politique. Le gouvernement israélien, il est un des plus populistes et les plus racistes de l'histoire d'Israël. Et ce qui est soit à la bande de Gaza ou soit en Cisjordanie ou au Jérusalem, l'attitude des colons nous rappelle des théories de replacement et nous mène dans une situation humainement inacceptable pour la population palestinienne. En même temps, pousse le monde à penser le pire au niveau des intentions des Israéliens en menant n'importe quelle guerre. Donc, tout pas en avant pour une offensive serait inacceptable dans ce contexte de génocide. Même les États-Unis, qui sont les alliés les plus proches d'Israël, ils ont fait quand même des sanctions, imposé des sanctions contre des colons israéliens. Aujourd'hui, il y a une déclaration de la part des autorités anglaises qu'ils vont faire des sanctions contre des colons israéliens. Est-ce que ça ne peut pas, comment on dit, être considéré comme une pression contre Israël pour ne pas aller plus loin dans cette guerre? Oui, sans doute, toute sanction contre le gouvernement raciste d'Israël est bénéfique pour l'ensemble de la cause palestinienne, dans le sens qu'elle pourrait aider. Mais les résolutions des Nations Unies, elles sont claires dès le début. Depuis les résolutions de la création de l'État d'Israël, il devrait y avoir un État arabe au même temps, et ce qui a été saboté jusqu'aujourd'hui par les gouvernements consécutifs israéliens. Donc ces efforts des gouvernements consécutifs à bloquer toute négociation menant à un État palestinien, à une situation normale des déplacés palestiniens à l'intérieur de territoires occupés depuis 1948 et puis accentués par de nouvelles occupations en 1967, qui a mené cette situation catastrophique aujourd'hui où à peu près, on peut dire que plus de 70% des habitants de la bande de Gaza sont déjà déplacés de l'intérieur des terres palestiniennes. Donc la situation actuelle est déjà catastrophique. La population, elle est entassée dans cette enclave et traitée inhumainement par un gouvernement qui ne respecte pas la vie humaine. Le communiqué égyptien parle quand même qu'une telle opération israélienne contre Rafah, au sud de la bande de Gaza, pourrait ou bien mènerait à la liquidation de la cause palestinienne. Comment vous trouvez cette... Et pourrait mettre toute la région en situation assez difficile, parce que exposer la ville la plus proche des frontières égyptiennes à un bombardement intensifié et circonstances de guerre, c'est mettre en péril toute
en bloc le traité de paix qui a été signé en 1979 et mettrait en cause toute collaboration ou normalisation qui ont été gouvernementales ou populaires qui ont été menées pour avoir des relations normales entre les pays belligérants dans la région. Malheureusement, le gouvernement israélien ne voit pas ce qui est clair au monde entier. Et cette situation actuelle ne pourrait être résolue qu'avec une reconnaissance internationale d'un État palestinien fiable et accepté par l'ensemble de la population palestinienne, avec un accord interne entre factions palestiniennes et qui, en même temps, vivra en paix et paix durable avec ses voisins israéliens. Tant qu'il n'y a pas des voix dans le gouvernement israélien qui portent ce projet, il défend devant leur population, devant leurs citoyens, la situation reste dangereuse. Là, Israël aussi a d'autres fronts à affronter, c'est-à-dire le Hezbollah au Liban. En même temps, il y a des frappes contre la Syrie. Alors, mais vraiment, la situation va dégénérer ou bien a dégénéré? On espère que pas, mais les génocides ont continué depuis 130 jours. Il continue, en dépit de tous les efforts internationaux pour avoir un cessez-le-feu immédiat. Cela est très décevant pour l'ensemble de la population mondiale, de tous les gens dans l'ensemble du monde qui aiment la paix et le vivre ensemble et qui maintient un dialogue interreligieux, interpolitique, etc., qui a sans doute un discours de paix, d'amour, de compréhension, d'échanges culturels et économiques, etc. Tout cela ne pourrait se mener dans une région en guerre. Donc, tout effort qui ne pousse pas vers la direction d'un paix juste et durable est une perte de temps, perte de moyens et ne renvoie qu'à l'impunité que le gouvernement israélien pourrait sentir de l'ensemble de la communauté internationale. Est-ce que la communauté internationale, comment elle peut faire pour faire pression sur Israël? Déjà punir au moins ce qui est visible de l'iceberg. On ne parle pas de ce qui se fait au niveau de la démolition des maisons à Jérusalem ou les directives pour en bénéficier des maisons qui n'appartiennent pas à certaines communautés, etc. Tout cela, mais ce qui pourrait être logique, c'est de subvenir aux besoins de la population en occupation, sous l'occupation israélienne, au niveau de l'eau, de la nourriture, des besoins basiques de vie. Et sous ce siège depuis 130 jours, la population y souffre. Sans l'humanité pourrait qualifier cela, je ne sais pas comment pourront qualifier l'attitude internationale devant la souffrance des enfants dans les camps de Gaza, mais c'est décevant. C'est vrai. Bon, je passe à notre dernier sujet. Il s'agit du commandement central des États-Unis qui a déclaré hier que ses forces avaient détruit 2 bateaux télécommandés chargés d'explosifs des Houthis et 3 missiles de croisière anti-navires dans la province occidentale de Hodeïda, au Yémen. Ceci s'est produit alors que la milice yéménite a considérablement réduit ses frappes en mer Rouge au cours des 96 dernières heures. Ce matin, un navire aussi a été
été attaqué au large des côtes méridionales du Yémen, selon 2 agences britanniques de sécurité maritime. Un navire a été attaqué au large des côtes méridionales du Yémen lundi, ont indiqué 2 agences britanniques de sécurité maritime. L'incident s'est produit dans une zone où les Houthis du Yémen ont attaqué à plusieurs reprises les navires de la mer Rouge au cours des derniers mois, a déclaré l'agence UKMTO. L'équipage est sain et sauf et le navire se dirige vers son prochain port d'escale, a-t-elle souligné. Une autre agence de sécurité, Ambry, a indiqué que le vraquier qui bat pavillon des îles Marshall, visé par des missiles dans 2 incidents séparés, a été touché et a subi des dommages. Les États-Unis avaient annoncé dimanche avoir mené la veille de nouvelles frappes contre des positions des Houthis qui étaient sur le point, selon Washington, de s'en prendre à des navires en mer Rouge. Depuis novembre, les Houthis disent viser les navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden qu'ils estiment liés à Israël, en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Leurs attaques ont contraint de nombreux armateurs à suspendre le passage par cette zone où transite 12% du commerce mondial. Washington, qui a annoncé désigner les Houthis à nouveau comme une entité terroriste, a mis en place en décembre une coalition multinationale afin de protéger le trafic maritime. Cette coalition n'ayant pas permis jusque-là un arrêt des attaques, les forces américaines et britanniques ont mené plusieurs frappes sur le Yémen depuis mi-janvier. Les Houthis contrôlent une bonne partie du Yémen après près d'une décennie de guerre dans ce pays pauvre de la péninsule arabique, lui aussi confronté à une grave crise humanitaire. Monsieur Hamlet Zoheri, je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Là, est-ce que l'alliance américaine, ou bien formée par les Américains pour faire face aux Houthis qui frappent des navires qui se dirigent vers Israël, il faut dire quand même, est-ce que ça aboutit ? En fait, les États-Unis, ils sont dans le rôle qu'ils ont choisi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est de protéger les navires et les routes de commerce internationaux, etc., et de maintenir la paix maritime dans le monde. Et à cela s'ajoutent quelques pays qui ont répondu présent à l'appel pour former cette coalition. Mais cela ne résout que pas la raison, mais le symptôme. Elle ne chasse pas le problème à la source. Donc, en trouvant une solution juste, durable et fiable au conflit israélo-palestinien, qui pourrait attiser toute tension à la mer Rouge. Malheureusement, cette étape, elle a été dépassée par l'engagement de ces attaques. Et l'Égypte, il souffre sans doute parce que le canal du Suez semble menacé. Le passage de la cape de la Bonne Espérance a revu beaucoup de navires traversés. Mais la situation reste compliquée et la résolution de cette situation réside plutôt à la Knesset ou à Tel Aviv ou dans les mains du gouvernement israélien plus que dans les mains du gouvernement américain, malgré les frappes incessantes contre les groupes Houthis. Mais cela reste une conséquence à ce qui a amené la situation à ce drame au niveau du commerce, puisque cela
fait baisser la fiabilité des routes maritimes et du commerce international qui pourraient être affectés par ce genre de pratiques. Tout cela pourrait être résolu avec un cessez-le-feu du côté israélien, une trêve humanitaire, un échange de prisonniers et des accords plutôt de bonne conduite pour l'ensemble des pays et des gouvernements de région qui pourraient être sous l'aube d'un État palestinien, être perçus positivement et optimistiquement par l'ensemble de la communauté internationale. Quand les États-Unis ont fait appel aux pays de la région pour rejoindre l'Alliance, pratiquement tous les pays du Golfe n'ont pas répondu positivement à cet appel. Pourquoi? Parce que les États-Unis récemment, ils ont eu l'habitude, ou dernièrement, ils ont eu l'habitude à amener leurs alliés dans des situations avec des issues assez sombres, etc. On a vu cela au niveau à l'OTAN, au niveau de ce qui s'est passé à l'Allemagne, par exemple, au niveau de la guerre de la Russie, la fourniture de gaz, etc. Donc, le pays du Golfe, d'autres pays également de la région restent méfiants. D'autant plus pas des intentions des États-Unis, mais méfiant du roulement qui pourrait se passer sur le terrain. Donc, on parlait de la réconciliation entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et l'Iran, et également tout changement qui pourrait affecter la situation. Principalement, cela se passe en Palestine et à Gaza. Vous voulez dire que, est-ce que la solution, c'est résoudre la cause palestinienne comme ça, les Houthis vont arrêter, le Hezbollah va arrêter? Sans doute, parce que c'est pas leur guerre et ils sont déjà en train de mener d'autres guerres au niveau local, au niveau de l'Arabie Saoudite, etc. Donc, c'est pas... et eux, ils ne sont qu'un facteur, on peut dire, qui montre un soutien, une sorte de sympathie ou d'empathie pour la population palestinienne. Du coup, ils ont commencé à faire ce genre d'activité. Certes, c'est très difficile pour le commerce international, mais c'est la voie des pauvres, c'est ce qu'ils peuvent faire avec les petits moyens qu'ils possèdent. Donc, je vous remercie beaucoup, Monsieur Amr El-Zouhairi. Je rappelle que vous êtes chercheur et journaliste. Alors, on a traité de 3 sujets. Il s'agit du sommet des gouvernements tenu à Dubaï, où le Premier ministre a prononcé un discours où il a exposé quand même la situation économique dans les pays arabes ainsi que dans les pays en voie de développement. Deuxième sujet, c'était concernant le refus de l'Égypte contre n'importe quelle attaque israélienne contre Rafah. Et troisièmement, c'est la situation dans la mer Rouge. Je vous remercie beaucoup. On se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne soirée. Au revoir. Mise en place en décembre une coalition